Dans le cadre de la Science Week, qui est un événement régulier qu'on organise au niveau de l'université, dont le thème cette année est la transition, les transitions en général. Donc, on a abordé un petit peu le sujet de la transition vers le digital dans le domaine de l'éducation. Il est important de rappeler un petit peu l'importance de tout ce qui est digital dans l'éducation. C'est le fait qu'on a la capacité d'augmenter la qualité de l'enseignement. Pourquoi? Parce que le contenu préparé digital est un contenu en général qui est préparé par des experts en collaboration avec les professeurs, des experts en conception pédagogique, etc. Et donc, le rendu en général de ce contenu, c'est un rendu d'une qualité qui est validée et tout. Donc, il y a le premier aspect qui est la qualité. Le deuxième, c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle le reach, c'est de toucher plusieurs personnes. Donc, un contenu de qualité que j'enregistre, j'ai la possibilité de le rendre disponible à un nombre d'étudiants à l'école, mais aussi au-delà de l'école, dans l'environnement ou l'université, mais aussi dans le pays et au-delà de ça. Donc, un contenu développé au Maroc peut être un contenu qui est réutilisé dans un pays ami avec lequel on a des collaborations, des partenariats, etc. Donc, ces deux aspects de qualité et la capacité de toucher plein de gens, c'est deux aspects qui sont hyper importants pour l'éducation digitale. Maintenant, ces aspects-là, c'est toujours, il y a des difficultés. D'abord, l'investissement en termes de temps. Parce que la création de ce contenu de qualité, ça prend énormément de temps pour le faire. Et si on prend par exemple un exemple d'un MOOC, c'est les Open Online Courses, en général, ça prend jusqu'à 8 mois pour préparer un seul cours. Dans un programme de master, je peux avoir jusqu'à 18 cours, donc c'est pratiquement 10 ans de travail si on le travaille de manière sérialisée. Donc cet aspect de travail, de temps est important. Et il faut être conscient de ça. Le deuxième aspect de difficulté, c'est un petit peu tout ce qui est infrastructure et moyens nécessaires pour pouvoir suivre cette formation. Donc, il faut une bonne couverture réseau, il faut une bonne infrastructure de serveurs, de data centers. Donc, c'est tout un écosystème et il faut que l'étudiant soit connecté. Donc, il y a énormément d'investissements qui sont nécessaires pour pouvoir faire ça. Et bien sûr, tout ça est associé avec un coût global. Donc, au début, c'est un coût qu'on doit payer la première fois, mais au bout du temps, donc il y a un amortissement important. Donc, c'est un bon investissement à faire, mais ça nécessite la mobilisation de certains budgets qui sont assez importants. Maintenant, en termes de solutions, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire. Donc, par exemple, à l'UM6P, depuis la création du Digital Learning Lab en 2016, ce qu'on avait exploré, c'était comment est-ce qu'on peut réduire ces aspects de blocage en termes d'aspects bloquants de cette digitalisation. La première, en termes de temps, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on avait imaginé, d'abord il fallait acquérir l'expertise de faire la conception. Que ce soit toute l'expertise audiovisuelle, mais aussi l'expertise pédagogique, gestion de projets, etc. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des programmes au Maroc et en Afrique qui permettaient un petit peu de partager cette expertise, de faire monter un petit peu les universités partenaires en termes de compétences. Le fait de partager cette compétence, ça nous permet aussi de créer ce qu'on appelle un réseau. Et donc, ce réseau-là, ça nous permet d'accélérer la production de contenu. Si on a aujourd'hui, on a 24 universités partenaires, donc on a la possibilité de créer 24 fois plus rapidement ce contenu. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, ça réduit les coûts dont j'avais parlé tout à l'heure, ça réduit aussi les temps et potentiellement les investissements nécessaires pour faire ce genre de travail. Le deuxième aspect, en termes d'infrastructure, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits dans ce sens. D'abord, c'est surtout un petit peu dans l'écosystème de l'UM6P. Donc, on a un data center, on a des contacts avec les opérateurs, etc. Et donc, avec l'agence de régulation des télécoms. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de créer des plateformes centralisées pour ce genre de scénario. On a travaillé avec les opérateurs, les agences et les ministères de tutelle de telle sorte à ce qu'on puisse offrir ce qu'on appelle le zero rating, donc permettre à des gens d'accéder gratuitement à du contenu. Et puis, il y a d'autres aspects
donc en termes de faciliter l'accès aux devices. Et donc là, c'est potentiellement, il y a des projets pilotes qu'on a essayé en termes de décentralisation des plateformes, etc. Mais c'est des choses qu'il faut valider. Encore un point qui est important, aujourd'hui, entre l'éducation nationale, entre l'enseignement supérieur, le Maroc dispose de plus de pratiquement 10 millions d'apprenants. Et toute chose qu'on fait, elle doit être validée. Parce que sinon, pour généraliser une petite action, le coût global devient hyper important. Et donc, c'est tout un travail que les ministères aujourd'hui sont en train de faire. On collabore avec les 2 ministères du Maroc et aussi avec les ministères des pays frères avec qui on travaille, de telle sorte à ce qu'on puisse identifier les bonnes opportunités qui vont nous permettre d'avoir le plus d'impact dans le développement un petit peu de la digitalisation de l'enseignement. Un aspect qui est important, autre que la digitalisation de l'éducation en termes d'enseignement, il y a d'autres initiatives. Par exemple, je peux citer le cas de la technologie de digitalisation qui a été inventée à l'université et qui a permis la digitalisation du bac national en 2023. Donc, le ministère de l'Éducation nationale était le premier ministère au monde et maintenant le Maroc est le premier pays qui offre un bac digital. Donc, en termes d'indice de digitalisation, on est techniquement les premiers au monde. Pourquoi? Parce qu'on a inventé une technologie marocaine, africaine, on a adopté la technologie et on est en train de l'utiliser avec tous les avantages que ça fait. En termes d'études d'impact de l'éducation, alors, ce qui est important dans la digitalisation, et ça, je pouvais potentiellement le mentionner comme l'un des avantages d'avoir de la digitalisation de l'éducation, c'est le fait que tout ce qui se fait, les interactions de l'étudiant avec le contenu, avec la plateforme, le temps qu'il passe à faire certaines choses, le temps qu'il passe sur la résolution d'un exercice, les vidéos qu'il a vues, etc. Toutes ces informations-là, c'est des informations en général qui sont capturées de manière digitale. Et donc, ça nous permet, en fait, de prendre d'adopter des méthodologies de tout ce qui est développement de logiciels aujourd'hui, les plateformes et tout, dans la mesure de l'impact. Pourquoi? Parce que je peux voir est-ce qu'une vidéo qui a été créée est une vidéo qui est intéressante, qui crée l'interactivité avec l'étudiant. Et ça, je peux le savoir parce que j'ai toutes les datas. Par contre, si je n'avais pas la plateforme, la vidéo, je ne peux pas savoir. Et donc, l'avantage de l'éducation digitale, c'est que ça nous permet de faire ce qu'on appelle le monitoring de la qualité de l'enseignement, de l'engagement de l'étudiant et de la qualité de tout le cours. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que, quelque part, ça nous permet de nous assurer comme quoi l'investissement qui a été fait, il est bon. Et s'il y a besoin de réitérer, faire des itérations, des changements, on a la capacité de faire ça. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important pour l'éducation digitale. En fait, il y a toujours des défis d'une part et d'autre. En général, je réponds aux gens, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'être dans une ville ne veut pas dire que j'ai à 100% une couverture réseau. Peut-être j'ai un accès par exemple, à l'Internet, à travers le DSL, la fibre optique, etc. Mais tout ce qui est couverture téléphonique, parfois, juste parce que je suis dans un bâtiment couvert d'autres bâtiments, je peux ne pas avoir la couverture nécessaire. Donc, ce problème-là, ce n'est pas un problème pur du domaine rural. Donc, on peut avoir les mêmes limitations globales. Et donc, quand on réfléchit à ce problème-là, il faut vraiment réfléchir à des solutions qui vont nous permettre d'abord de régler les cas déconnectés, comment est-ce que notre initiative va être valable et va permettre à une personne qui a un problème de connectivité de marcher. Et c'est là un petit peu ce concept de phygital, où on combine le domaine physique et le digital. Et donc le physique, il est là. Quand il y a une coupure de courant, il y a une coupure d'Internet, une mauvaise couverture, j'ai un aspect physique que je peux utiliser qui est déconnecté en mode offline
quand la connexion se rétablit, et pour établir la connexion, ça peut être juste le réseau qui est disponible, ou ça peut nécessiter un déplacement vers un point où je vais pouvoir synchroniser les informations. Et donc ces aspects-là de, de sustainability qui sont hyper importants dans tous les domaines. Et aujourd'hui, la tendance, c'est quand on parle d'éducation digitale, c'est connecté, online, etc. C'est pas ça. Nous, on est dans des environnements où on est conscient du fait que la connectivité peut ne pas être disponible, la disponibilité des devices peut ne pas être là tout le temps. On doit encourager le partage, on va permettre des temps de réaction au contenu. On ne va pas dire, voilà l'exercice, il faut le faire tout de suite, mais vous avez 2 heures, 3 heures pour le faire, 5 heures pour le faire, comme ça vous avez le temps de vous arranger. Donc il y a des méthodologies pour essayer de minimiser l'impact, et si ces méthodologies permettent à un enseignement de faire correctement dans un milieu rural, on peut aussi l'utiliser dans le milieu dans les villes, etc., urbains. Donc c'est quelque chose, c'est une approche qu'il faut toujours garder en tête. On a toujours cette approche en tête. Pourquoi? Parce que on sait, on est un pays en voie de développement, et on sait qu'il y a énormément de challenges. Si on arrive à résoudre ces problèmes pour nous, on peut résoudre pour les autres pays africains, et techniquement c'est quelque chose qui peut aussi être exporté à l'étranger.